Eh bien, je vous remercie évidemment d'être venus aussi nombreux aujourd'hui à cet atelier qui s'appelait il y a 10 jours « Comment préparer nos entreprises à une éventuelle épidémie de coronavirus ». Comme l'a dit Didier, effectivement, il a fallu que nous aussi nous réorganisions, notamment dans le cadre de cette présentation qui a changé au fil des jours avec les informations qui sont disponibles. Je vais vous faire une brève présentation de l'épidémie, du plan de pandémie grippale du gouvernement qui entraîne des mesures au niveau des entreprises réunionnaises. Et puis, comme on le disait, il y a des petites, des moyennes entreprises et des grosses entreprises. Et l'idée, c'est de vous donner quelques clés pour que vous puissiez à minima préparer vos entreprises. Nous allons donc parler évaluation des risques, plan de continuité d'activité, et le nerf de la guerre aujourd'hui qui est aussi la communication, car il va falloir que vous communiquiez dans vos entreprises pour faire en sorte que vos salariés adhèrent aux mesures que vous allez prendre dans vos entreprises. Voilà, je vous remercie. Donc, comme l'a dit Didier Fauchard, je m'appelle Anne Cognot, je suis consultante en gestion de crise et en communication de crise. Et si je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce que j'aime partager. Je suis très attachée au retour d'expérience. Donc aujourd'hui, cette présentation, elle se base aussi sur des retours d'expérience d'entreprises avec qui je travaille depuis 10 jours sur le coronavirus. Et comme je vous le disais, j'aime partager. J'ai donc créé un groupe de travail de dirigeants sur la gestion et la communication de crise. L'idée, c'est que chaque dirigeant puisse présenter une crise qu'il a vécue aux autres dirigeants pour permettre un retour d'expérience et une intelligence collective au niveau du territoire. Voilà, merci. Alors, vous connaissez les points épidémiologiques. Je ne vais pas être très longue. Je voulais juste vous montrer quelque chose qui m'a frappée hier soir, enfin cette nuit plutôt, quand j'ai refait le point. C'est le nombre de cas et l'augmentation du nombre de cas. Alors, ces données, ce sont des données du site Santé publique France. C'est un site vraiment que je vous invite à consulter régulièrement parce que ce site est tenu par les épidémiologistes de France. Il est très bien fait et les informations sont vraiment réactualisées. Vous allez voir, c'est assez simple de s'y retrouver dans ce site, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les sites qui sont à notre disposition. Donc aujourd'hui, on a 150 000 cas dans le monde entier. C'est plus 37 120 cas de plus qu'il y a 4 jours. Moi, ça m'a marqué hier. Il y a 5 423 cas confirmés en France, c'est 3 639 cas de plus qu'il y a 4 jours. Et il y a 127 décès en France, c'est 94 décès de plus qu'il y a 4 jours. C'est pour ça que je tenais quand même à vous faire un point épidémiologique avant de commencer cette présentation. Alors, pour comprendre les mesures qui sont prises par le gouvernement, eh bien, il faut se référer à un document qui s'appelle le plan de prévention et de lutte pandémie grippale. C'est un document qui a été réactualisé en 2011 suite à la grippe H1N1. Il fait à peu près 100 pages et encore ces 100 pages qui sont publiées parce que vous pouvez y avoir accès à ce plan de pandémie grippale. Et ce plan a pour vocation d'être une aide à la décision pour les différents gouvernements et les entreprises en fonction des différentes mesures qui vont être prises pour pouvoir essayer de contenir cette crise. Ce schéma, vous le connaissez, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Il présente les 4 stades de l'épidémie. Le premier stade permet de freiner l'introduction du virus sur le territoire. C'est vraiment le stade dans lequel on est encore aujourd'hui. Nous sommes en stade 1 au niveau de la Réunion. Le deuxième stade a pour vocation de freiner la propagation du virus sur les territoires. Le troisième stade, d'en atténuer les effets. Et le quatrième stade, de revenir à une situation antérieure et de se préparer pour la vague suivante. Cette courbe épidémiologie suit la courbe de la crise que l'on connaît en gestion de crise. C'est exactement la même chose. J'attire votre attention sur le fait que, effectivement, nous sommes en phase 1 à La Réunion, nous sommes en phase 3 au niveau de la métropole, et j'attire votre attention sur le temps qui va être long, puisqu'on prévoit une phase 3 qui peut durer de 8 à 12 semaines, ce qui veut dire que dans vos entreprises, vous allez devoir vous préparer à une crise qui va durer, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de connaître au niveau local. Alors,
Dans les entreprises, c'est très compliqué de savoir quelle est la différence entre le stade 1 et le stade 2. Moi, je vais faire très simple. Le stade 1, l'idée, c'est de faire en sorte que nous n'ayons à La Réunion que des cas qui sont importés. C'est-à-dire que les gens ne se contaminent pas entre eux à La Réunion. Ça, c'est l'objectif du stade 1 et c'est exactement ce qu'est en train de faire l'ARS, puisqu'à chaque personne qui rentre avec le coronavirus, elle identifie l'ensemble des cas contacts et oblige à un confinement. Dans le stade 1, il y a des mesures qui peuvent être prises. Vous l'avez vu, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La limitation des regroupements, la fermeture des établissements scolaires, la limitation ou la suppression de certains déplacements et la fermeture des lieux de rencontre. La différence entre le stade 1 et le stade 2, c'est qu'on considère qu'au stade 2, l'épidémie, elle est sur le territoire. Et donc, on ne met plus en quatorzaine les personnes qui reviennent d'une zone à risque s'ils ne présentent pas de symptômes. Par contre, on leur demande d'avoir une exclusion sociale, c'est-à-dire qu'on leur demande d'éviter de s'approcher de personnes qui sont fragiles. Alors, on se posait la question dans une entreprise qui est une personne fragile. Je pense qu'il y a des médecins qui sont là et qui pourront y répondre. Je pense notamment à la personne de la CGSS. Mais les personnes fragiles, ce sont des personnes qui sont immunodéprimées, donc des personnes qui sont atteintes de cancer, diabète, etc. Et je pense qu'on posera la question aux médecins pour que je ne m'apprête pas à dire des bêtises. Alors, la quatorzaine, bien évidemment, est maintenue dès lors qu'il y a des cas de contact à haut risque. Cette courbe a été dessinée par le ministre de la Santé et permet réellement de voir à quoi servent les mesures du gouvernement. L'idée, c'est que dans une épidémie, eh bien, vous avez toujours un pic épidémiologique. Et l'idée, c'est de mettre en place des mesures qui permettent de faire en sorte que cette courbe n'aille pas aussi haut et surtout qu'elles permettent d'arriver au seuil de saturation du système de santé. En gros, si on ne met pas de mesures, eh bien forcément le pic sera énorme avec des conséquences qui seront importantes. Avec des mesures, eh bien ça permet d'étaler en fait le nombre de cas en métropole et bien évidemment sur nos territoires aussi. Alors je vous le disais, la crise va être longue, il faut s'y attendre, entre 8 et 12 semaines à minima, ce qui veut dire que ça va mettre à rude épreuve vos entreprises. Et je vous invite pour cela à, dès maintenant, pouvoir faire en sorte que vos efforts ne soient pas tous mis au début, mais que vous puissiez tenir dans la longueur. Certaines cellules de crise se réunissent déjà depuis plusieurs jours. Et je vous invite à faire en sorte de vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est en crise ou pas? Certaines le sont déjà, d'autres pas. Et je vous invite surtout à faire en sorte que vous puissiez tenir avec le personnel que vous avez dans la longueur. C'est-à-dire que vos cellules de crise, ne les gréez pas à maxima. Essayez toujours d'avoir une cellule de crise qui est soit à minima et qui puisse être redondante. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir tout le monde en cellule de crise, j'essaye de faire en sorte d'avoir une équipe 1 et une équipe 2. Évidemment, dans la cellule de crise là-dessus, vous aurez besoin de personnel RH, de la com, et bien évidemment de l'opérationnel pour pouvoir continuer à travailler. Il y a un point qui est important, même très important d'ailleurs, c'est que la présence des salariés nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise, elle va dépendre de deux choses. La première chose, c'est votre capacité à répondre à leurs inquiétudes. Et sachez que dans ces temps incertains, les inquiétudes sont nombreuses. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et elles sont peut-être encore plus importantes chez vos salariés. Quand il y a une crise, il y a beaucoup d'émotions. Et souvent, il y a de l'irrationnel qui vient dedans. Parfois, certaines personnes vont décider que, même si elles ne sont pas au siège, là où une personne est contaminée, elles vont décider de rentrer chez elles parce qu'elles ont peur et parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué avec elles. Donc je vous invite vraiment à mettre un point d'honneur, à pouvoir communiquer et rassurer vos salariés. Le deuxième point qui est important, c'est de pouvoir les assurer que vous avez tout mis en place pour les protéger. C'est ça qui est important. Si vous ne le faites pas,
ils utiliseront très probablement leur droit de retrait. Ça s'est déjà vu dans des entreprises, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Alors, comment préparer nos entreprises? Moi, je vous propose une préparation en 4 étapes. La première préparation, et on a des gens de la DIEC qui pourront aller plus loin dans cette préparation, c'est de procéder à une réévaluation du risque professionnel. La deuxième préparation, c'est de mettre en place des mesures de détection des cas et d'organiser le travail immédiat. La troisième étape, c'est de mettre en place ou de réactualiser votre plan de continuité d'activité. Et la quatrième étape, c'est d'anticiper les étapes cruciales de la communication, puisque chaque mesure décidée devra entraîner forcément une action de communication. En tout cas, je vous invite réellement à le faire. Il y a une phrase sur laquelle on peut se baser et qui est très simple, c'est « Le Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel ». Et donc, vous devez, en raison du risque épidémique, refaire une réévaluation du risque professionnel pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu du travail. Sachez que cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique et je pense que ces messieurs de la DIEC pourront nous en parler. Toutes les informations qui sont diffusées dans ce diaporama, vous avez vu, j'ai mis les sources. Donc, je vous ai parlé de Santé publique France, qui est un très bon site. Je vous parle aussi du site du ministère du Travail. Il y a des questions-réponses qui ont été faites pour les entreprises et les salariés. C'est réactualisé régulièrement et c'est plutôt bien fait. Il y a des questions très précises, très simples et vous allez pouvoir y trouver vos réponses. Bien évidemment, je ne suis pas très complète là-dessus puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise. Moi, mon travail, c'est vraiment de vous faire une information qui soit générale. La deuxième étape, c'est comment préparer nos entreprises. Eh bien, pour pouvoir les préparer, il faut déjà comprendre c'est quoi une zone à risque et surtout, c'est quoi un cas probable et un cas possible. Aujourd'hui, on parle de cas probable et cas possible parce que Santé publique France a changé sa définition des cas samedi soir. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est pour ça qu'avant, vous entendiez parler de cas contact, etc. Aujourd'hui, vous allez entendre de cas probable et cas possible. Et ensuite, eh bien, la troisième étape, ce sera donc d'organiser le travail immédiat. Je vous ai copié-collé du site les zones à risque en France. Là aussi, j'ai été impressionnée parce qu'en 4 jours, en fait, il y a un nombre très impressionnant de zones qui ont été mises dans ce document. C'est ça, mais sur le site de Santé publique France, c'est ce qu'ils ont publié hier soir. Et donc, pour information, les croix, ce sont les nouvelles zones à risque qui ont été mises. Je pense que les experts pourront vous donner encore plus d'informations à ce sujet. Donc ça, c'est en France et ça, c'est à l'étranger. Ça a été publié samedi soir par le site Santé publique France. Vous pouvez aller vérifier l'information dessus. Ensuite, il y a eu une définition des cas qui a été refaite samedi soir. On parle de cas possibles. Donc, cas possible, c'est une personne qui présente des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre, ayant voyagé dans une zone d'exposition à risque dans les 14 jours, excusez-moi, il manque le mot jour, précédant la date de début des signes cliniques, et au cas par cas, cela pourra être déclaré comme cas possible sans avoir voyagé, mais ça c'est au cas par cas, et il faut présenter certains symptômes, mais un médecin sera plus à même de l'expliquer que moi. Ensuite, on va parler de cas probable. Le cas probable, c'est une personne qui présente des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë dans les 14 jours suivant un contact étroit avec un cas confirmé de coronavirus. Le contact étroit, en voici la définition du site Santé publique France. C'est une personne qui, à partir de 24 heures précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie, ou a eu un contact direct en face à face à moins d'1 mètre et ou pendant plus de 15 minutes. À nouveau sur ce site, pour terminer, vous allez trouver une vidéo qui a été postée, je pense, hier matin. Elle dure 3 minutes. Vous pouvez la diffuser à vos salariés. Ça explique très bien le travail des épidémiologistes. Ça explique très bien le cas contact.
le cas probable. C'est très didactique et très pédagogique. Ça permet justement à tout le monde d'avoir l'information vérifiée en tout cas et pas d'écouter ce qui est dit à gauche et à droite sur les sites internet et autres réseaux sociaux. C'est Santé publique France. Alors, je travaille déjà en entreprise et on a été obligé de mettre en place des actions de communication et notamment pour les managers. Donc l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'on leur donne comme info pour qu'ils puissent prendre en charge un éventuel appel d'un collaborateur. Et donc, je vous donne un des cas que nous avons détaillés. Il y en a d'autres, évidemment. Et là, on a détaillé le cas de le collaborateur vous appelle et demande s'il doit venir au travail. On a essayé de faire un arbre de décision comme celui-ci, qui est basé sur la circulaire du ministère du Travail et qui explique ce que l'on doit faire quand il y a un cas possible ou probable. Donc on s'est dit que les questions qu'on pouvait poser, c'est est-ce qu'il présente des symptômes? Je vous rappelle que personne n'est médecin, ni moi ni vous. Donc s'il présente des symptômes, évidemment, ce n'est pas n'importe quel symptôme, hein, c'est des symptômes qui peuvent correspondre à éventuellement le coronavirus. Bon là, c'est pas compliqué, on le renvoie directement vers le 15 et évidemment, il ne va pas au bureau. Donc ça, c'est s'il présente des symptômes ou s'il a été en contact rapproché avec une personne contaminée. D'accord? Rapproché, vous avez eu la définition juste avant. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est revient-il d'une zone à risque? Dans ce cas, je réorganise le ou les postes de travail concernés après analyse des risques en privilégiant le télétravail. Et si le télétravail n'est pas possible, je fais en sorte que mon ou mes salariés évitent les lieux où se trouvent les personnes fragiles, toute sortie ou réunion non indispensable, les contacts proches, cantine, ascenseur, etc. Et j'inviterai les experts présents à compléter l'information pour que votre information soit la plus complète possible. Je vous donne les numéros de téléphone. Je pense qu'il est important que tout le monde se souvienne que le 15 ne doit être utilisé que si on a des symptômes pour ne pas engorger les files d'attente téléphonique parce que le 15 s'occupe non seulement du coronavirus, mais aussi de toutes les autres urgences. Et donc, je vous invite vraiment à ne pas engorger le 15. Si vous avez des questions qui sont autres que liées aux symptômes, il existe le 0800, c'est 130 000, voilà, pour que vous puissiez poser vos questions. Et je crois qu'il est 24/24, 7 jours sur 7. Merci. Et ensuite, mais c'est seulement pour les employeurs, il y a la cellule de l'ARS qui identifie les contacts. Vous trouverez son numéro de téléphone et l'adresse mail à disposition uniquement des employeurs. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'à l'ARS, ils vont très probablement avoir beaucoup d'appels. Donc je vous invite à utiliser ce téléphone avec parcimonie dans le cadre de questions bien précises que vous avez préparées à l'avance pour ne pas retenir trop longtemps les médecins et les infirmiers qui sont à l'autre bout de ce téléphone. Je vous informe aussi que nous avons essayé d'avoir l'ARS qui s'excuse, qui n'a pas pu être présente, mais qui aurait souhaité pouvoir être présent avec vous aujourd'hui. Je vous laisse cette partie-là, la DIECT. Que faire si mon enfant est confiné ou si son établissement scolaire est fermé? Je pense que vous en parlerez. Hein? D'accord. Parfait. Hop, je le passe vite. Et alors, j'avais préparé une slide qui existe dans les questions-réponses. C'est que faire si mon établissement reçoit du public? Aujourd'hui, on n'est plus. Normalement, on devait mettre en place une zone de courtoisie d'1 mètre, à faire de la désinfection, etc. Donc là, je vous ai mis la capture d'écran du Facebook du préfet de la Réunion. Je vous invite à le suivre parce qu'il diffuse des informations en temps réel. Et là aussi, on n'interprète pas l'info, on prend l'info à la source. Vous avez la possibilité d'avoir tous les communiqués de presse du préfet, aller à la source de votre information. C'est une ancienne journaliste qui vous le dit. Voilà.
Je ne reviendrai pas là-dessus, je pense que vous connaissez la mesure. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur les mesures. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Bonjour. Une question sur le document. Oui. Le document qui était avant. On n'a pas une liste de codes APE qui sont concernés parce que moi je suis dans l'agroalimentaire, j'ai des magasins et on me dit de les fermer. Ça, je vous avoue que je ne suis pas experte là-dessus, mais ce que je vous propose d'ailleurs pour les questions, c'est on va faire, est-ce que Didier est là pour me dire oui ou non, mais je pense qu'on essaiera de faire les questions à la fin des différentes présentations, parce que chaque personne va vous donner une information. Là-dessus, je ne suis pas compétente pour vous répondre, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un qui dans la salle pourra le faire. Alors très rapidement, on va parler plan de continuité d'activité. Donc un plan de continuité d'activité, pour faire très simple, c'est comment je fais pour continuer mon activité en sachant que forcément je vais avoir de l'absentéisme, je risque d'avoir des personnes qui sont malades et évidemment je risque de ne pas pouvoir faire toutes mes missions et toute mon activité. Donc on a travaillé avec certaines entreprises, on s'est rendu compte que les plans de continuité d'activité, c'était parfois très compliqué à mettre en œuvre et à comprendre. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il y a des petites et moyennes entreprises, je vous donne une méthodologie très simple pour mettre en place votre PCA en ultra rapide. C'est simplement de se poser sur l'état des lieux de vos activités, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, et puis vous posez la question, qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce que je dois absolument maintenir, qu'est-ce que je ne dois déclencher qu'en cas d'urgence et quelles sont les activités que je peux suspendre. D'accord ? L'idée, c'est de faire en sorte que votre entreprise puisse tourner et que vous puissiez vous poser la question de, avec les activités que je dois maintenir, de qui ai-je besoin ? D'accord ? Quels sont les postes clés ? Ensuite, vous allez identifier les équipes suppléantes. Et en général, on n'identifie pas qu'une, on identifie deux équipes suppléantes. Ensuite, on va recenser les besoins et les méthodes et les moyens de protection mis à disposition des travailleurs. On met en place les plans de réponse, le travail occasionnel à domicile, les équipes de renfort externe, si on peut en avoir, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, la désignation d'une tierce personne pour gérer l'entreprise, la transmission des informations et des dossiers, etc. etc. L'idée, c'est de pouvoir anticiper de quoi vous aurez besoin demain. Ensuite, et je vous invite à le faire, y compris dans les grandes entreprises, là je m'adresse à vous, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de tester votre PCA. L'idée, c'est pas que votre plan de continuité d'activité reste quelque chose qui soit écrit sur un papier. Il faut que vous puissiez vous l'approprier. Et pour pouvoir vous approprier votre plan de continuité d'activité et bien vous poser toutes les questions que vous devez vous poser, je vous invite à réunir votre cellule de crise et à voir quels sont les scénarios possibles. En général, on travaille sur 3 scénarios, le plus favorable, le pire, et le scénario intermédiaire. Donc je vous invite vraiment à les anticiper, ce qui vous permettra de voir qu'en fonction de votre personnel, si vous êtes dans une phase critique, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de personnel, vous êtes peut-être sur des activités maintenues qu'il va falloir aussi réduire. Je vous donne cette information, mais la DIECT vous le dira, il y a des possibilités d'étaler les plages horaires, on me le confirme devant, possibilité d'étaler les plages horaires et possibilité, ils vous en parleront, mais c'est ce que nous avions pu voir, d'étaler les plages horaires parce que certaines entreprises ont préféré, pour diminuer les temps d'astreinte, en fait, pouvoir décaler les plages horaires pour être plus efficaces. Ça, c'est la courbe de la crise que vous avez déjà vue finalement par le gouvernement. Le plan de continuité d'activité, il se situe là, c'est-à-dire que c'est un plan qui fait partie du plan de gestion de crise et qui est mis en place dès lors que l'activité s'arrête, soit totalement, soit partiellement. Et puis la com dans tout ça, et ce sera la fin de mon intervention. Donc comme je vous l'ai dit, la crise amène toujours son lot d'urgence, d'incertitude, parce que les informations sont nombreuses, parce que les gens sont angoissés, et que parfois il y a vraiment de l'irrationnel. Je ne vous le souhaite pas, mais quand il y a un premier cas dans une entreprise, c'est très très compliqué. Donc je vous invite vraiment en com, dès lors que vous aurez un cas, et je ne vous le souhaite pas dans votre entreprise,
d'être très attentif à la façon dont vous allez communiquer parce qu'il va falloir rassurer sur ce que vous avez mis en place comme mesure. Et n'oubliez pas que c'est un de vos collègues, un de votre collaborateur, mais c'est aussi les collègues de vos salariés. Donc la com est très importante là-dedans. Et comme je le disais, chaque mesure de communication devra suivre une mesure mise en place. Si vous prenez des mesures, n'hésitez pas à communiquer dessus. C'est la fin de mon exposé. Très rapidement, les étapes de la communication, vous allez pouvoir les travailler comme ça. Avant la crise, pendant la crise, après la crise. Avant la crise, c'est comment je me prépare, comment je prépare mon entreprise. Donc, je communique sur la préparation de mon entreprise, les gestes barrières, je pense qu'on l'a tous fait. Les consignes à appliquer en cas de cas suspect et confirmé, ça c'est important de mettre en place une méthodologie, que ce soit très clair au niveau de vos managers. Communiquer sur les actions mises en œuvre par l'entreprise et les modalités pratiques du plan de continuité d'activité. Sensibiliser les managers sur leur rôle. Ils ont un lien social à tenir, y compris à distance. C'est important. Les managers auront un rôle important à jouer, évidemment. Ensuite, pendant la crise, communiquer sur l'activation de la cellule de crise, le déclenchement du plan de continuité d'activité. Communiquer sur ce que l'on attend des salariés de façon très claire. Sur les décisions prises pendant la crise et l'activation des différentes mesures du plan de continuité d'activité. Et puis, c'est important d'avoir un point de situation régulier avec les salariés pour qu'ils sachent exactement où ils en sont et qu'ils aient de l'information. Ensuite, après la crise, communiquer avec les salariés sur la reprise d'activité en mode dégradé ou en mode nominal, c'est-à-dire on peut entièrement reprendre notre activité ou pas. Et puis je vous invite, et j'insiste dessus, je vous ai dit que c'était important pour moi de partager. Faites des retours d'expérience. Faites des retours d'expérience entre vous dans la cellule de crise, mais faites aussi des retours d'expérience avec vos salariés, parce que c'est important de pouvoir capitaliser sur ce qu'on a fait, les bonnes pratiques, et ce qu'on peut évidemment améliorer pour la prochaine fois. Voilà, je vous remercie en tout cas.